Depuis mai 2021, l'horizon des habitants des hameaux entre Bazouges-la-Pérouse et Noyal-sous-Bazouges s'est un peu transformé avec l'arrivée de 4 éoliennes. Une là-bas, une là, une derrière et une un peu plus loin partant là. Hier soir vers 18h, 18h30, à être donné, hein. On les entendait. Hein. Ah oui. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Rien du tout. C'est quand j'ai vu arriver le matériel, j'ai dit qu'est-ce que c'est de ça, qu'est-ce que c'est de ça, puis j'ai vu qu'ils faisaient des trous. Oh, bah je dis ça y est, c'est les éoliennes qui arrivent. Ces 4 éoliennes culminent à 180 mètres et à distance de 500 mètres minimum des habitations. Vous avez des cercles qui sont tracés par leur logiciel et ils viennent s'implanter à la lisière de ces cercles. Donc quand vous habitez dans une maison un peu isolée, vous vous retrouvez avec 4 éoliennes qui font quasiment 2 fois la taille de la tour des Horizons, qui est la tour la plus haute d'habitation à Rennes. Les premières nuits de cohabitation furent compliquées pour les plus proches voisins de ces mastodontes, comme Cédric et Sandrine. Pour dormir, on avait installé ça, donc c'est de la récup de chantier, je suis dans le bâtiment. C'est des panneaux de styrodure avec de la laine de bois compressée, et avec ça on arrive à dormir avec des boules qui et des somnifères pour mon épouse. Moi j'ai de la chance, j'entends mal, donc avec ça j'arrive à dormir. Donc là on a remplacé par des vitrages hautement phoniques, on a isolé les caissons de volets. On considère qu'aujourd'hui ça ne fait pas de bruit. Comparé à les 2 jours précédents, hier on a relevé dans la cour 87 décibels en pointe. En permanence, c'est vraiment un bruit sourd, assourdissant qui rentre dans la tête. Donc ça fait une tondeuse sur votre balcon. Pour dormir, c'est pas facile. Comme la plupart des riverains du parc éolien, Solène et Yann souhaiteraient une étude acoustique sur une période longue par un cabinet indépendant. C'est pas des bêtises quoi, la nuit c'est infernal. L'autre soir on regardait un film et j'entendais le... En fait ça nous étourdit quoi en fait. Ouais, c'était très calme, un environnement paisible de campagne et là les éoliennes qui se montent, les phases de test où on n'entend que ça fait un bruit qui vient se mettre en bas de la nuque là, assez désagréable et on nous dit qu'il va falloir s'y faire parce que ça va devenir notre environnement. Moi quand je suis arrivée j'ai pas choisi cet environnement là et donc j'accepte pas. L'entreprise canadienne Boralex, qui exploite le parc du Bazouget, se donne plusieurs mois pour affiner le bridage de la vitesse des pales qui doit réduire le bruit de l'éolienne. Les voisins ont aussi constaté que les machines tournaient rarement le dimanche. C'est un peu l'ineptie du projet, c'est qu'ils viennent mettre les éoliennes au ras des maisons en sachant pertinemment qu'elles feront plus de bruit que la norme et qu'ils seront obligés de les brider à mort, mais ils les mettent quand même ici. Pourquoi? Sandrine et Cédric ont fait estimer leur maison. Elle a perdu plus de 30% de sa valeur depuis l'arrivée des éoliennes. On a des échanges avec les élus qui prennent la mesure du problème aujourd'hui, mais ils n'ont plus la main maintenant sur le projet. Maintenant, les éoliennes sont montées, le promoteur fait un petit peu ce qu'il veut, entre guillemets. Les gens pensent que c'est la mairie qui a délivré le permis, c'est complètement faux. Le permis, le maire n'a pas signé du tout le permis et l'avis a été donné par la préfecture. Le conseil municipal de Bazouges-la-Pérouse, qui avait pourtant voté l'abandon du projet du parc éolien, doit maintenant gérer les plaintes des riverains des éoliennes 3 et 4 du parc Bazouget, installées sur des terrains privés de la commune. Celle-ci, c'est la 4e. Elle porte le numéro 4 sur la commune de Bazouges. Ouais, il y a des voisins qui ne sont pas contents. Il y a du bruit. Oui, il y a du bruit, ça arrive. Moi, j'habite tout près, donc je peux en témoigner relativement facilement. Maintenant, il y a des journées comme aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de nuisance particulière. Le maire, Pascal Hervé, joue donc les médiateurs entre le producteur d'électricité et les voisins pour tenter de réduire les nuisances sonores et visuelles. Peut-être par de l'isolation, certainement aussi par la replantation d'éléments bocagers qui absorbent une partie du bruit. Je pense qu'à un moment, il va falloir dire stop et on ne peut pas mettre des éoliennes partout sur le territoire. Donc celui-ci, de toute façon, il est posé. Maintenant, c'est de trouver les solutions qui permettent aux riverains de vivre à peu près correctement. En attendant, les projets d'installation d'éoliennes se multiplient en Ille-et-Vilaine, au nord de Rennes ou autour de Fougères. Des collectifs d'habitants et des associations se mobilisent contre ce qu'ils appellent cet encerclement. Grosso modo, ici dans le secteur, on va se retrouver avec 30 à 40 machines industrielles, parce qu'on parle bien d'industrie, hein, c'est pas la petite éolienne de 12 mètres qu'on met dans sa maison. C'est vraiment de l'industriel. Tréméoc est créé, hein.
Le conseil municipal de Bazouges vient d'annoncer que sur Villecartier il pourrait y avoir un parc. Vous avez celui de Saint-Rémy-du-Plain, le parc de Chambélé à côté de Fins. Vous avez le parc d'Ingé, dans le secteur de Dingé. Vous avez Tinténiac et Québriac. Et vous avez le dernier, l'Henrigan, qui est actuellement en cours de discussion avec celui de Sens, dont on parle actuellement. Alors, comment expliquer cette concentration de projets éoliens sur cette petite partie du territoire brétilien? Selon moi, les élus sont favorables. Si vous voulez, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'à partir du moment où les promoteurs ont pu créer un parc, ce qui est le cas depuis Marcilly-Raoul, c'est un parc qui est très très ancien, qui a une quinzaine d'années. Les autres sont attirés par cette possibilité de créer donc des parcs avec la manne financière qui va bien. Le maire de Bazouges-la-Pérouse, qui accueille 2 éoliennes sur son territoire, a fait le calcul des indemnités versées par Boralex. La somme, nous, il n'y a pas de cachette sur la commune de Bazouges-la-Pérouse. On a pour le moment touché 59 000 € lors de la mise en place donc, des éoliennes. L'éolien, c'est aussi, dit-on, une aubaine pour les agriculteurs qui louent leurs parcelles aux promoteurs. Effectivement, les propriétaires terriens reçoivent une manne financière, 8-9 000 € par éolienne et par an, tout à fait. La manne financière n'est pas si conséquente que ça, hein. Alors bien évidemment, par rapport à un fermage, c'est toujours plus intéressant d'avoir une éolienne que d'avoir une location de la surface foncière. C'est quand même une contrainte, ça casse les parcelles, donc le coût d'entretien de la parcelle augmente pour l'agriculteur. Il faut la contourner cette zone. À Sens de Bretagne, Guillaume retape cette longère qu'il vient d'acheter avec sa femme. Mais depuis quelques mois, il n'a plus vraiment le cœur à l'ouvrage. Du coup, quand on apprend qu'effectivement il y a un projet éolien à 500 mètres, ça fout un petit coup. Ouais. Et puis ça prend beaucoup de temps. Hein. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Pourtant, avant d'acheter, le maçon s'était renseigné. On a rencontré plusieurs fois le service urbanisme de la mairie de Sens. À aucun moment, nous avons été prévenus qu'il y avait une zone d'implantation potentielle d'éoliennes. Donc nous, on habite juste ici. Et les zones d'implantation potentielle qui sont tout autour. À Sens, c'est Voltalia qui porte ce projet de 5 éoliennes en cours d'étude. L'opérateur a installé un mât qui capte différentes informations utiles à la construction du dossier et au futur emplacement des pylônes. Donc voilà le champ qui accueille le mât de mesure. Ça fait 2 ans qu'il est là. Donc il mesure la direction, la force du vent. Il y a aussi un capteur pour les chauves-souris, savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de la faune. Là, le mât est à 100 mètres, sachant qu'il nous prévoit un projet dont la hauteur des pales va être à 150 mètres. Mais on va se battre. On va utiliser toutes les voies de recours qu'on aura à notre disposition. Frédéric, lui, mène la bataille de Saint-Rémy-du-Plain. Et ces 4 éoliennes, avec l'association pour la sauvegarde de nos campagnes, pas vraiment convaincus par l'énergie du vent. En gros, on est en train de nous dire que c'est écologique. D'accord, le vent c'est écologique. Par contre, l'éolien, quand on voit les fondations, c'est 100 toupies de béton à Bazouges là qui ont été mis. 100 toupies de béton par pied d'éolienne. Donc on veut faire croire que c'est écologique. J'ai un peu de mal à y croire, surtout que pour l'instant ils ne savent toujours pas recycler les pales. Les éoliennes, ça ne se recycle pas. Non, c'est faux. Au contraire, on recycle aujourd'hui au moins 90% d'une éolienne. Les matériaux utilisés sont très classiques. Hein. Les mâts sont en béton ou en acier. Les pales sont en polymère, comme les coques de bateau. Donc là, on est à 8000 éoliennes en France. Ils veulent passer à 20 000. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Il faut qu'ils aillent dans le nord de la France, dans l'est de la France. Il y en a partout. Donc maintenant, il n'y a plus moyen d'en mettre de trop. Donc ils viennent chez nous. Ils viennent en Bretagne, en Normandie. Le gouvernement veut accélérer le déploiement des parcs éoliens dans le pays et a mis la pression sur les préfets qui doivent cartographier les futurs sites. Mais de plus en plus de voix dénoncent aussi le déploiement de cette énergie verte sans rejet de CO2, comme le député La République En Marche de Redon, qui s'inquiète des conséquences des éoliennes sur la santé des habitants et des animaux vivant au cœur des parcs éoliens. L'État fait la sourde oreille alors qu'il devrait aller faire des études poussées. Jamais on a aujourd'hui arrêté complètement un parc éolien pour voir la différence entre quand il est en fonctionnement et quand il est à l'arrêt. Et c'est important qu'on puisse faire ces études précises, encore une fois, pour développer encore plus vite les énergies éoliennes, parce que si on développe de façon harmonieuse, on va pouvoir tirer expérience de la centaine de parcs en France où il y a des difficultés, sur les cheptels, sur les gens parfois.
Retour à Sens de Bretagne, où Déborah a ouvert en 2019 une maison d'hôtes sur la route historique du Mont-Saint-Michel, au pied des futures éoliennes. Elles seront potentiellement implantées voilà, sur la longueur là à l'ouest. On a acheté donc fin 2018 et début 2019 j'ai eu vent d'un potentiel projet et puis on n'a plus de nouvelles du tout. Et donc comme tout le monde, début 2021, là dans notre boîte aux lettres on a eu une plaquette du promoteur. La commune, elle était au courant et on nous a laissé avancer dans notre projet, investir de l'argent et pour, au bout du compte, ne pas savoir où on va. Déborah craint que l'arrivée des machines ne mette en péril son activité d'hébergement. On a choisi un environnement, c'est pas pour qu'on nous impose ces nuisances à vie, parce qu'on en prend on prend perpète, quoi. Les cartes sont maintenant entre les mains du préfet, qui délivre l'autorisation d'implantation, comme il vient de le faire pour 3 éoliennes à la Noé Blanche, alors même que les élus de la commune et le commissaire enquêteur s'étaient prononcés contre. Une décision que dénonce le député de la circonscription. Le maire doit absolument être partie prenante et décisionnaire dans ce type de décision. On voit que ces décisions-là, pourquoi elles ne me plaisent pas? C'est-à-dire que le maire a émis un avis défavorable, que le commissaire enquêteur a aussi émis un avis défavorable. Donc j'espère que sur cet aspect de concertation, la loi va pouvoir évoluer dans les mois à venir. Contacté, la préfecture n'a pas donné suite à notre demande d'interview. À Rennes, on n'a jamais vu autant de collectifs de riverains protester contre des projets immobiliers, inquiets de la dégradation de leur cadre de vie. Il y a même une sorte d'union des collectifs, Hermat, Rennes Métropole à taille humaine, qui fédère ces groupes éparpillés dans la ville. Aujourd'hui, ça devient tellement dense que tout le monde est touché en fait. Et puis le cadre de vie se dégrade et donc forcément les gens réagissent. Et puis quand ils subissent depuis des années, il y a un moment, j'imagine qu'ils atteignent un niveau d'exaspération qui les fait rentrer dans l'engagement et dans l'interpellation des politiques. Rêve ta vie et vis-la et puis viens, on s'en va. C'est le cas de Nicolas, prof de maths et chanteur, qui apercevra peut-être un jour de son jardin une tour plantée au croisement de la rue de Saint-Brieuc et de la route de Vezin. La tour, là, on pourra la voir, bien sûr. Elle arrivera assez rapidement, 17 étages, petit théorème de Thalès. tu vas la voir assez rapidement. Je suis un prof de maths aussi. Nicolas préside le collectif d'habitants du quartier L'Enchanteur des Enchantés, opposé à la construction future de 2 immeubles, hauts de 6 et 17 étages, soit environ 50 mètres, pour 170 logements. Donc apparemment, ça commencerait ici, là, à la limite de la propriété qui est ici. Ça va continuer jusqu'au feu là-bas, en fait, jusqu'à la maison qui fait l'angle. On n'est pas contre un 4 étages ou un 5 étages, voire même un 6 étages. Mais 17 étages, faut pas exagérer. On a fait un atelier banderole. Les riverains de ce petit quartier calme de la Croix-Rouge, qui occupe ses pavillons années 50, sont nombreux à avoir affiché leur mécontentement. Ils refusent de vivre à l'ombre d'une tour de 50 mètres. Moi, je suis à l'autre bout de la rue, très bien. Mais la tour, elle vient là, elle fait 17 étages. Et il y a des gens qui ont cette tour-là dans leur jardin, presque dans leur jardin. Donc quand ils sont dans leur salle de séjour, les gens de la tour les voient. C'est pas compliqué, ils ne sont pas chez eux. C'est une dame récemment installée, rue de l'Enchanteur Merlin, qui a alerté ses voisins quand elle a constaté que le plan local d'urbanisme avait changé. Ici, dans ce quartier-là, jusqu'en 2019, on était sur un PLU à R+4. Donc lorsqu'elle avait acheté, elle s'était dit bon bah c'est pas grave, 4 étages à côté de chez moi ça peut le faire. Donc elle a acheté et il y a un an à peine un an plus tard, c'est passé à 17 étages. Quoi. Le PLU c'est un outil qui définit les règles d'urbanisme et qui est très technique, très difficile à lire et donc peu accessible à l'habitant lambda. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est que dès lors qu'il y a une modification dans le PLU qui impacte fortement le voisinage, typiquement la construction, le passage de R+1 à R+10, eh bien, il faudrait que les gens soient informés,
formellement, ou que ça apparaisse clairement dans un document du PLU et qu'il soit lisible facilement par les habitants. Voilà ce qu'on demande. Pour accueillir les 4 à 5 000 habitants qui arrivent chaque année à Rennes, il faut construire 1500 logements par an. Et pour les élus de la ville, la hauteur doit être vue comme une solution pour limiter l'étalement urbain. Il n'y a pas d'obsession de la hauteur sur ces questions-là. Par contre, il y a une obsession, c'est que ce qui se passe au sol doit être agréable pour l'habitant. Il faut toujours se positionner sur les habitants et ce qui est demandé, ce sont des squares, ce sont des lieux de végétalisation. Et donc pour répondre à la fois à l'accueil des populations et à des espaces de végétalisation à hauteur d'hommes ou de femmes, eh bien, la hauteur, elle peut être une des solutions. On fait pour le bien-être des gens qui arrivent, on n'est pas contre. Nous, moi j'ai des enfants, et donc on a des enfants qui vivent aussi sur Rennes, mais il ne faut pas les mettre, ces fameux tours, auprès des petits pavillons, que nous mettre des 5-6 étages encore. Ça passe. Mais 17 étages, imaginez un peu. Une rencontre de concertation a permis de modifier le second bâtiment de 6 étages. La mini-tour étudiante qui devait être monobloc et finalement qui va être en progressif, elle va descendre progressivement et puis elle va s'orienter plus vers le haut comme ça. Si bien que pour cette habitation, cette maison-là, ils n'auront pas l'habitation au ras de leur jardin, quoi. Il arrive donc que les promoteurs cèdent un peu de terrain face à la mobilisation des riverains. Dans notre quartier, ils sont revenus sur un projet de tour à R+15, je crois. Ils ont rabaissé à R+6. À la tête du collectif depuis plusieurs mois, Nicolas reconnaît un petit coup de déprime. Pas aidé par le contexte sanitaire qui limite les rassemblements festifs et les manifs. C'est vraiment très épuisant, très énergivore. Parce qu'il faut motiver tout le monde, il faut essayer de trouver les idées pour faire en sorte qu'on parle de nous, parce que c'est une guerre de communication aussi, hein, entre la ville et les promoteurs et nous. C'est souvent un peu décourageant, il faut surbooster, il faut se relancer. Alors quand il y en a un qui lâche un peu l'affaire, un autre reprend le flambeau. Moi, ça a été mon cas lorsque la présidente précédente a été fatiguée, donc j'ai repris le relais, le flambeau, et quelqu'un d'autre la reprendra après moi. Comme les éoliennes, en Ille-et-Vilaine, les antennes relais poussent comme des champignons. Les opérateurs de téléphonie mobile, Bouygues, SFR, Orange ou Free, en ont déjà installé 1225 dans le département, notamment le long des voies ferrées, pour connecter les voyageurs. C'est ceux qui prennent le TGV avec leur ordinateur et tout ça. Noëlla habite près de Guichen, dans cet endroit bucolique et protégé, le moulin de la Boixière. Mais en février, Noëlla et les habitants du village ont appris qu'un voisin avait accepté de louer un terrain à un opérateur. Et donc il a loué son champ à Orange pour qu'il puisse installer une antenne ici à 36 mètres, juste là, en plein village, hein, parce que vous avez la première maison, elle se trouve juste là. S'il n'avait pas signé le bail avec Orange, il n'y aurait pas eu d'antenne. Donc oui, un petit peu, c'est pas très sympa de sa part. De chez moi, d'abord je la verrai de chez moi, ça me plaît pas. Hein, on est soi-disant dans un site touristique et puis on a une antenne, c'est pas très joli. Et en plus la santé, parce que moi je suis contre les ondes, alors voilà. Épaulés par un avocat, les voisins du hameau ont donc créé un collectif pour s'opposer à l'installation de cette antenne. L'avocat a fait un dossier. On a tout un tas d'arguments sur notamment la protection des haies, la protection des arbres. C'est un site qui est protégé, c'est un site remarquable. Et là, ça abîmerait complètement le lieu. Les opérateurs ont tout pouvoir pour mettre leurs antennes. En effet, depuis 2018, et pour éradiquer les zones blanches, une loi assouplit les procédures d'urbanisme applicables aux antennes relais de téléphonie mobile. Les pouvoirs des maires sont donc limités et les élus se retrouvent un peu désemparés quand ils sont opposés à ces projets, comme c'est le cas à Guichen. La loi Elan qui est passée a facilité le développement des antennes relais sur tout le territoire. C'est l'ARCEP et l'État qui ont diligenté les opérateurs pour couvrir l'ensemble du territoire. Donc cette autorité, cet ordre supérieur, nous les communes, on ne peut pas s'y opposer. La mairie de Guichen a refusé une première fois l'implantation de l'antenne sur ce site, en craignant l'impact paysager, sanitaire et culturel. On ne veut pas de cette antenne-là. Ils ont demandé une autorisation d'urbanisme justement pour poser cette antenne.
On l'a refusé et ils nous ont attaqué au tribunal administratif. Et le juge des référés, finalement, nous a obligés à retirer l'interdiction de mettre cette antenne. Et pour faire avancer les choses, la municipalité et le collectif ont proposé un autre terrain à l'opérateur Orange. Il se trouve à 500 mètres du premier site envisagé. Il n'y a pas d'habitation, puis en plus, bon là on la verrait moins, elle serait proche Elle de serait la... cachée des arbres. Puis proche de la voie de chemin de fer. Donc là ce serait quand même, esthétiquement ce serait quand même complètement différent. Ce serait le moins pire. Ouais. Parce que vous êtes fait une raison, il y en aura une quoi. Ah bah, c'est ce que le sous-préfet nous a dit. De toute façon, il y aura une antenne. Là, je l'avais reporté moi. Mais pour d'autres, pour tout le monde, quoi. Personne, ça ne dérangera pas personne, là. Et puis, il n'y a pas d'habitation, voilà. Et puis, le site, tout ça. Hein. Une mobilisation qui aura au moins permis à certains voisins de faire connaissance. Ça c'est l'aspect positif, c'est que là on s'est tous connus, on avait qu'on connaissait vaguement, bon bah là on... Là on se connaît bien. Là on se connaît bien. Ça continuera après ou... Ah bah oui, ah oui. Donc on a prévu de faire une grande fête dans mon champ si le projet ne se fait pas, quoi, si on a gain de cause. Près de Saint-Malo, ces retraités et leurs amis adhérents de l'association Roténeuf Environnement ont fait annuler la construction d'un lotissement de 800 logements sur 25 hectares. C'est en octobre 2018 qu'ils découvrent le projet immobilier de la frange sud de Roténeuf, porté par le groupe SACIB et la ville de Saint-Malo. C'était un projet qui était relativement ancien, mais je pense que très sincèrement sur Roténeuf, personne n'y croyait. En quelques mois, ces bénévoles vont lancer l'alerte, multiplier les contacts auprès des élus, des médias, de la Commission européenne, se faire épauler par un avocat et l'association Eau et Rivières de Bretagne qui s'oppose à la destruction des zones humides utiles en cas de crue et à l'équilibre de la biodiversité. Roténeuf Environnement va remporter 2 victoires devant les tribunaux. Contre la préfecture 1, le premier c'était contre l'État qui avait délivré des autorisations de construire sur des zones humides. Et les deuxièmes, ça a été des recours contre les permis de construire qui avaient été délivrés par la ville de Saint-Malo. En conflit avec l'ancienne municipalité malouine, les membres de l'assaut se relayaient pour dénicher les infos. On avait des tours de contrôle auprès de la DAU pour justement vérifier s'il y avait des permis de construire qui étaient sortis parce que le maire de l'époque, M. Renou, ne voulait absolument pas entendre parler de l'association Roténeuf Environnement. Le 12 novembre 2019, le tribunal a ordonné l'arrêt des travaux. Le lendemain, les adhérents étaient aux premières loges sur le site du lotissement en projet. Ce qui nous a aussi donné du peps, comme on dit, c'est que le jour où les travaux devaient s'arrêter des bulldozers qui abattaient les arbres qu'on voit ici, là, ils avaient interdiction, mais ils continuaient à tourner malgré l'interdiction totale. Alors on a commencé à prendre des photos, et dès que les gens ont vu qu'il y avait des photographes partout, ils ont arrêté. Après 2 années de contentieux, en décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a choisi de protéger les zones humides de Roténeuf, en empêchant la construction de ces 800 logements à 500 mètres du littoral. Il y a des stries, là, comme ça. Vous voyez, ça ruisselait tout le temps par là. Et donc, en fait, ça, c'est une preuve de zone humide un peu. C'est-à-dire que tous les points d'impact, là, l'eau ruisselait partout. Et là, c'était un étang, hein, c'était complètement plat. Mais les adhérents de Roténeuf Environnement restent prudents, en attendant les conclusions des écologues, chargés de répertorier les zones humides, car sur les 25 hectares du terrain, il pourrait y avoir des espaces constructibles. Rien n'est finalisé. Pour l'instant, on est dans l'attente des conclusions des différents écologues. Il est bien évident que le groupe SACIB-Lamotte a toujours l'intention de construire. Visiblement, M. Lurton également, M. Lurton qui est le maire de Saint-Malo, a toujours ce projet-là. Oui, c'est une victoire, mais rien n'est fait. Il y aura peut-être des constructions, on ne le sait pas.